En attendant la décision de la Cour constitutionnelle qui va fixer les uns et les autres sur la régularité des duos retenus, il est important pour le gouvernement, à ce stade du processus électoral, de se prononcer sur l'actualité sans nécessairement prendre part à la polémique instaurée par certains acteurs politiques sur une éventuelle, mais hypothétique, confiscation des parrainages, ce qui est l'objet de toutes les spéculations actuelles. Le gouvernement reste dans son rôle et dans la partition que la Constitution lui confère d'organiser, d'accompagner un processus électoral transparent, régulier, équitable et reconnu par tous comme devant marquer la consécration de la réforme du système partisan qui commence à faire ses preuves, ne serait-ce que par la candidature des uns et des autres, parce que en 2016, nous avions déjà une cinquantaine de candidatures. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle et avant elle, la Sénat, n'ont eu à examiner qu'une vingtaine de dossiers de candidature en duo complet ou pas. C'est déjà le signe que la réforme du système partisan a atteint l'un de ses principaux objectifs, à savoir la mise à l'écart des candidatures fantaisistes et pléthoriques. Il faut le saluer. La deuxième observation, c'est que les acteurs politiques, quel que soit leur bord, ont implicitement, pour les plus réticents, mais nécessairement marqué leur adhésion à cette réforme, puisque c'est conformément au calendrier fixé par cette réforme et donc à travers la Constitution qu'ils se sont pressés pour aller déposer leur dossier dans la période retenue par la Constitution à la Sénat, le plus souvent en duo, ce qui est également une innovation, et donc à part quelques candidatures fantaisistes quand même, on n'a pas réussi à tout éliminer, ces acteurs, quelle que soit leur position, ont marqué leur adhésion à cette réforme, puisque c'est conformément à la Constitution que les candidatures ont été déposées, ont été accueillies et analysées. Et sur la transparence, la régularité, la sincérité du scrutin, et pour couper court à toutes les polémiques auxquelles le gouvernement n'a pas vocation à participer, il est important de rappeler que le chef du gouvernement, que le président de la République, lors de la tournée de reddition de comptes qu'il a entreprise et qu'il a amené à parcourir les 77 communes de notre pays, a librement pris l'engagement de veiller personnellement, alors qu'il n'y était pas contraint, de participer activement et de faire tout le lobbying en son pouvoir afin que ce scrutin soit le plus ouvert, le plus équitable, le plus transparent possible et coupant court aux spéculations liées à la question discutée par la minorité des acteurs politiques sur le parrainage. Le président de la République s'est engagé à tout mettre en œuvre afin que les candidats présentés par les ensembles politiques, les grands partis politiques tels que nous le voulons aujourd'hui, puissent prendre part à l'élection présidentielle. Et cette adresse, cet engagement solennel du président de la République, et que je rappelle qu'il a été pris librement, sans la moindre contrainte, visait principalement le parti Les Démocrates, dont les responsables sont les premiers et les plus virulents à tirer la sonnette d'alarme sur le fait que la question du parrainage risquait de conduire à une discrimination et à une exclusion. Au moment où ces responsables politiques, donc du parti Les Démocrates,
pourfondait la réforme, il n'avait pas de récépissé. Le président de la République s'est appliqué et a impliqué tous les acteurs de l'administration, je veux parler principalement du ministère de l'Intérieur, afin que le parti Les Démocrates en cours de constitution obtienne son récépissé contre l'attente même des responsables de ce parti politique. C'est le premier acte important, alors que le régime était soupçonné de vouloir exclure les démocrates, de tout mettre en œuvre afin que ce parti obtienne son récépissé, ce qui est le sésame pour participer au scrutin. Le président de la République, toujours en exécution de cet engagement librement pris, a également déployé tout son lobbying, toute l'influence qui pouvait être la sienne afin que les parrainages soient rendus disponibles à tous les candidats et les duos de candidats. Cette disponibilité était marquée également à l'endroit du parti Les Démocrates. C'était sans compter avec l'option prise par les responsables de ce parti politique de bouder ou de contester le dit parrainage. La preuve est que des déclarations même du président du parti, je veux parler de notre compatriote dont était Éric, on ne voulait pas de ce parrainage. Et ils ont même affirmé jusqu'à la date du 4, le dernier jour, le jour de clôture du dépôt des candidatures, alors que cette question du parrainage aurait dû être réglée en amont, a déclaré que même si on les lui offrait, il n'accepterait pas ce parrainage. Ceci explique évidemment qu'aucune démarche n'a été entreprise officiellement par les dirigeants de ce parti politique pour aller à la recherche de ce parrainage, qui n'est pas un marché, qui n'est pas l'objet d'un marchandage, mais peut-être de tractation politique et surtout d'un travail actif de conviction des parrains potentiels, je veux parler des députés et des maires, afin que leur projet de société, leur candidature jugée crédible puisse être adoubée par ce parrainage. Donc ils n'ont fait aucune démarche active, ils ne s'en cachent d'ailleurs pas, puisqu'ils ont affirmé qu'ils ne voulaient pas de ce parrainage et qu'ils le refuseraient même si on le leur offrait. Je pense que si le président de la République, ce qui n'est pas forcément son rôle, même s'il s'était activé à collecter le nombre requis, 16 et pas 20 ni 32, le nombre requis de parrainage et les apportait au siège du parti Les Démocrates, je crois qu'on lui aurait respectueusement fermé la porte au nez et dit qu'on n'en veut pas. Ces propos du président du parti Les Démocrates, ces propos plus virulents d'un autre candidat potentiel qui aurait pu être issu des rangs du parti des démocrates, je veux parler de M. Aïvor, qui avait parlé d'exploser le parrainage, suffisent à convaincre de ce que les responsables de ce parti important de l'opposition n'étaient pas dans l'état d'esprit de se conformer totalement à la réforme du système partisan du code électoral, dont ils ont voulu une application à la carte. Malheureusement, ce n'est pas le menu d'un restaurant où on choisit son entrée et on bout de dessert ou le plat principal. La loi a vocation à être appliquée dans son intégrité, dans son intégralité. Et si vous adhérez à un pan de cette loi, de cette réforme, notamment par exemple en allant déposer votre candidature en duo, vous n'êtes plus recevable ou fondé à venir dire que ça se fera sans le parrainage. Un autre parti, non moins important de l'opposition, je veux parler des forces corridoires émergentes, ont obtenu sans difficulté ces parrainages et ont rempli les autres conditions, à savoir un duo de candidats, le paiement de la caution
et les parrainages requis que, à eux tout seuls, ils n'auraient pas pu réunir. Donc, il a fallu forcément un apport des partis de la mouvance pour mettre à jour le nombre de parrainages requis et non obtenus, puisque le duo de candidats dégagé par le parti Foscori pour un Bénin émergent a été retenu par la Commission électorale nationale autonome. Mieux encore, il vous est donné de constater qu'un autre duo régulièrement constitué, issu des rangs du Parti Les Démocrates, a également obtenu le nombre de parrainages requis et dont la candidature a été retenue par la Sénat. Ces deux candidats, je parle de M. Agossa et de M. Corentin, on ne peut discuter que ces deux candidats proviennent bien de cette formation politique, les démocrates, puisqu'ils en ont été exclus. On ne peut être exclu d'un parti si on n'en était pas membre. Et cette décision d'exclusion prise de manière autonome par les dirigeants du parti Les Démocrates est bien la preuve que ces dirigeants sont contre le parrainage, puisque ce qui est fondamentalement reproché à ces deux parias exclus, c'est d'avoir réussi à obtenir les parrainages requis. Le président de la République a joué sa partition puisque, en tant que chef de l'administration, il a veillé à ce que les quitus fiscaux ou le quitus fiscal soit délivré à tous les candidats qui en ont fait la demande. Il n'y a pas de mystère sur la question. Ceux qui n'étaient pas en règle ont été invités à régulariser leur situation et à pouvoir obtenir ce quitus fiscal qui, il y a quelques mois en arrière, avait été également brandi comme une arme à la disposition du gouvernement pour bloquer les candidatures. Tous les candidats, y compris les plus virulents, ont réussi à obtenir leur quitus fiscal. Ce n'est pas anodin de le rappeler. Enfin, toujours sur cette question, vous vous êtes fait l'écho d'un candidat dont je ne préciserai pas le sexe, dont il est apparu que ce candidat a été admis sur la liste électorale permanente informatisée en cours dans notre pays depuis plus de 15 ans maintenant, et dont il est apparu que ce candidat qui a occupé de hautes fonctions dans notre pays ne figurait pas sur cette liste et a été admis récemment au mois d'octobre. Vous savez bien que sans la carte d'épis, la candidature n'est pas recevable. Ceci a été appliqué lors des élections législatives que j'ai eu le bonheur de connaître et auxquelles j'ai pu participer. Et sans la carte d'épis, beaucoup de candidats, y compris des candidats de la mouvance, ont été écartés parce qu'ils n'avaient pas cette pièce. C'est pour dire que ce n'est pas une pièce anodine et que la démarche de régularisation acceptée par les autorités de notre pays est une démarche qui vient corroborer et confirmer la volonté d'un scrutin ouvert, transparent, équitable, dès lors que les conditions requises par la loi sont remplies. Donc, quand on a cet assortiment de mesures qui ont été prises, cet assortiment de diligences qui ont été accomplies, seuls ceux qui ne veulent pas aller à l'élection parce qu'ils savent certainement qu'ils n'ont pas de projet convaincant ou de projet alternatif à proposer au peuple béninois peuvent venir crier à l'exclusion, à la discrimination et à la fermeture, au verrouillage d'un scrutin qui aura été le plus ouvert possible, puisque aujourd'hui, sous réserve de la confirmation de la Cour constitutionnelle, nous aurons une compétition entre le président Patrice Talon, qui a été appuyé par l'ensemble des formations politiques de la mouvance,
il y en a 5, et qui ont, sans hésitation, porté leur choix sur le candidat Patrice Talon. Et en face, nous aurons 2 duos de candidatures issus de l'opposition qui compte le plus de partis, puisque l'opposition a 10 formations politiques reconnues par les lois de notre République. Je voudrais, à ce stade de mes développements, saluer la maturité et la responsabilité d'autres partis de l'opposition qui ne sont pas moins virulents. Je fais référence par exemple à Restaurer l'Espoir, qui est dans un combat contre ce que fait la mouvance, mais qui n'a pas rusé avec le peuple béninois. Restaurer l'Espoir est contre la candidature et la gouvernance du président Patrice Talon, est contre les réformes. Restaurer l'Espoir n'a pas présenté une candidature pour rester cohérent et en phase avec sa position. D'autres partis de l'opposition également ont adopté cette neutralité parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas beaucoup de chance, qu'ils ont très peu de chance d'affronter un candidat qui a un bilan flatteur. Ils restent dans leur rhétorique politique, politicienne, mais ils n'ont pas mélangé les genres et fait preuve d'incohérence en allant à une compétition dont ils dénoncent les bases. Toujours est-il que la preuve est faite que ce scrutin est ouvert, sera ouvert, et que le gouvernement de la République du Bénin, sous l'impulsion de son chef, le président Patrice Talon, continuera de jouer sa partition. Et toute sa partition, comme le président de la République s'y est engagé à respecter sa parole, a fait que l'élection du 11 avril 2011, le premier tour, le 11 avril 2011, soit un moment de fête de la démocratie, soit un scrutin où le peuple béninois, qui sait prendre son destin en main, confirmera la dynamique amorcée depuis 5 ans et qui produit des résultats tellement éblouissants que les aventuriers en ont perdu la raison. Et bientôt, on reprochera au président de la République de ne pas mettre de l'ordre dans la cacophonie spectaculaire que nous observons au sein de formations qui ont la prétention de ramener la démocratie dans leur pays et qui ne sont pas capables, en tout cas n'ont pas fait la preuve de leur capacité à faire régner l'harmonie en leur propre sein. C'est un spectacle que ces formations politiques donnent aux citoyens qui sont de plus en plus convaincus de la pertinence et de la solidité du leadership du président de la République, candidat fort heureusement à sa propre succession. Donc, il n'y a pas de déphasage entre le gouvernement qui est dans son rôle de neutralité bienveillante et d'incitation à l'esprit et à la lettre d'une réforme adoptée, promulguée par le président de la République, qui rappelle les fondamentaux, et les partis politiques qui sont en politique et qui échangent avec les partis rivaux qui instaurent des polémiques, des arguments, surtout que eux ont l'avantage de comprendre en leur sein des élus qui ont voté les textes. Ça s'appelle l'animation de la vie politique, la vitalité de la vie politique, et c'est pour cela que le gouvernement vous renvoie aux explications des uns et des autres, à la pertinence de leur argumentation que vos esprits brillants sont capables d'appréhender, de cerner et de restituer par les meilleurs canaux. J'ai entendu une question émanant de Modeste Dossou toujours sur la crédibilité des propos du candidat Madougou et de son duo que l'on voudrait nous faire dire qu'ils sont mensongers. Nous observons avec vous que cette candidate,
qui incarne les couleurs du parti Les Démocrates, tient un discours en flagrante contradiction avec celui récurrent du président jusqu'à quelques jours de cette formation politique. Le duo dit « Nous n'avons pas obtenu les parrainages », alors que la preuve n'a pas été faite, qu'ils ont recherché, ou ils auraient recherché ce parrainage que le président du parti, Éric Rondeté, a refusé. Rondeté a dit le 4 février, devant le monde, à la face du monde, à la Sénat, nous ne ferons pas de ce parrainage. C'est une contradiction entre dirigeants et candidats de cette formation politique. Et il ne nous appartient pas de prendre part à cette polémique. Pour le reste, je rappelle que la question du parrainage a été gérée en toute transparence, même si en politique, tout ne se révèle pas. Et qu'il ne s'agit pas d'aller au marché clandestin des parrainages. Il ne s'agit pas, pour la réussite de la réforme, de mettre une bourse au parrainage. Je n'accuse personne. Mais le but, ce n'est pas de monnayer le parrainage. Ce n'est pas d'aller voir un député clandestinement et lui dire, voilà, je t'offre 50 millions si tu m'accordes le parrainage. Ce n'est pas dans l'intérêt de notre pays. Le parrainage doit être sollicité officiellement, publiquement, en toute transparence, avec ce qu'il faut de confidentialité sur ces questions. Mais vous ne pouvez pas venir exhiber des instruments, des négociations secrètes, clandestines, obscures, pour opposer la mauvaise foi à un gouvernement qui a fait preuve de transparence et de neutralité dans cette question. Donc, qu'on se le dise, si quelqu'un en politique a besoin de parrainage, il se lève debout devant tout le monde pour dire « Je voudrais obtenir des parrainages des élus nommés de la nation ». On ne vient pas publiquement dire qu'ils sont nommés aux ordres et entreprendre des démarches souterraines dont on n'a pas la preuve pour venir dire que le gouvernement, qui n'a rien à voir avec cela, a empêché ou fait confisquer les parrainages. C'est ce que j'appelle des récriminations sans fondement. Cacophonie au sein de la communication ou relativement à la communication des partis politiques. Le gouvernement ne s'immisce pas dans la gestion de la communication des formations politiques, même si ce sont des formations de la mouvance, et c'est vous qui portez cette appréciation sur cette communication politique qui est différente de la communication institutionnelle, qui est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Nous ne sommes pas responsables de nos partisans, de nos dirigeants politiques. Nous ne sommes responsables que du mandat que le peuple a confié au président de la République, qui nous a appelés à ses côtés pour faire un travail institutionnel, sans polémique, au service de tous les Béninois, quelle que soit leur religion et leurs opinions politiques. Je partage suffisamment d'élévation pour comprendre que c'est à celui qui accuse de venir s'expliquer sur les motivations de ces accusations. Qu'est-ce qu'on appelle corruption? Est-ce que le gouvernement qui est étranger à la gestion des parrainages, qui est l'affaire des élus et de leur formation politique, comment pourrait-il corrompre quelqu'un qui a obtenu les parrainages? C'est plutôt l'inverse. C'est ceux qui ont tenté de corrompre et de débaucher des élus dans le camp de la mouvance qui sont plus à l'aise pour parler de leur corruption. Est-ce qu'on veut dire, parce que je le précise très bien, que le gouvernement n'a rien à voir là-dedans, que les élus de la mouvance auraient été soudoyés par M. Irénée Agossa, dont vous connaissez plus que moi le patrimoine. Je l'ai entendu sur les ondes dire qu'il ne connaît pas de chef d'État étranger,
qu'il n'a aucune cassette. Et donc, je ne pense pas qu'il ait pu avoir les ressources nécessaires, contrairement à d'autres, pour aller à la pêche ou à la chasse, au parrainage. Je suis un peu frustré quand même, parce que j'ai l'impression de parler à un auditoire conquis. Et ça veut dire que notre processus électoral est en marche. Qu'il n'y a aucune raison de s'alarmer. Les différents communiqués, les différentes visites qui sont effectuées dans notre pays sont des visites de courtoisie, des visites de routine, pour s'assurer, comme on le fait, de la bonne santé et de la vitalité de notre démocratie, que nous ne laisserons pas une poignée de minoritaires polluer. Que des gens s'expriment à tort et à travers ou à contre-temps, comme par exemple, ça me permet de rebondir sur une question que j'ai occultée et que j'ai voulu ignorer, qu'on ne se laissera pas priver une troisième fois. Il me semble qu'en 2019, les démocrates n'étaient pas un parti susceptible d'aller à l'élection. Ce fut également le cas au communal. Donc on ne peut pas parler d'une troisième frustration si ce n'est que la mutation des mêmes qui veulent confisquer le pouvoir depuis de nombreuses années. Après nous, c'est nous, ont-ils dit. Le peuple souverain a choisi son destin. Merci.